Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, nous allons voyager avec vous. Ça n'est pas peu que de le dire. Nous allons parler de l'interculturalité, des parcours migratoires et nous allons parler de la santé mentale. Car oui, sur le chemin de tout cela, il peut y avoir des situations et ces situations sont adressées par des spécialistes qui sont avec nous sur le plateau. Mais nous avons aussi des personnes pour témoigner de leur vécu sur certains des aspects. Je voudrais commencer par vous remercier, vous qui êtes venus témoigner, parce que vous n'étiez pas obligé d'être là, mais vous avez accepté. Cela nous fait très plaisir. Et surtout, nous pensons que nos téléspectateurs vont trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. Je voudrais partir, je voudrais faire ceci, comment je vais faire? Et c'est important d'entendre la parole qui est la vôtre, parce que vous avez ce vécu. Et ce vécu fait de vous des experts, monsieur, madame. Dans une deuxième partie d'émission, nous aurons d'autres témoins. Et c'est ensemble que nous allons revisiter tout cela. Je l'ai dit en commençant mon propos, nous avons donc des experts, des spécialistes. Je vais donc commencer par vous présenter. Vous, Elsa Chenot, vous êtes médecin, vous êtes anthropologue transculturel. Merci d'être là. Merci. Je vais modifier. Je oui, ne suis pas médecin, je suis docteur spécialisé en psychopathologie et je suis plutôt psychothérapeute. Médecin, c'est celui qui procure des soins médicaux et l'anthropologue transculturel joue le rôle d'intersection entre la psychiatrie et l'ethnopsychiatrie. Merci pour ces précisions. Vous faites bien de préciser. Vous voulez que je vous annonce une bonne nouvelle? Eh bien, tout le monde vous appellera docteur quand même. Justement, c'est bien. D'ailleurs, j'ai le titre de docteur, parce que j'ai 2 doctorats. Mais c'est pour ça que je disais docteur, je n'avais... On va y arriver. Mais non, vous avez médecin. Absolument, vous avez entièrement raison. Je voudrais vous présenter monsieur Phénix Vercotrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopraticien. Je n'ai retenu que cet intitulé. Oui. Vous aurez l'occasion de nous parler des autres aspects de ce que vous faites. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, nous avons Sandrine. Ah, j'ai parlé de Sandrine déjà. Oui, Sandrine Brunet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous avez exercé le métier d'aide-soignante. Vous n'exercez pas actuellement. Mais chez nous, on dit, quand on a été maître d'école, on l'est toute sa vie. Donc, ça doit être valable pour toutes les professions. Et puis, surtout, vous voulez nous témoigner aussi par rapport à la santé mentale. En tout cas, ce que vous voudrez nous apporter sera précieux. Et puis, vous êtes à côté de... Vous êtes à côté de Dr Chenot. Vous êtes donc Baba Meïté. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Vous avez gardé vos lunettes noires, vous êtes libre. Ici, il n'y a pas de contraintes. Je voudrais vous laisser la parole. Vous avez une expérience du parcours migratoire. Est-ce que vous voulez nous en dire un tout petit peu, s'il vous plaît? Vous êtes venu d'où? Vous alliez où? Comment ça s'est passé? Ok, madame. Pas de souci. Bon, je suis Meïté Baba, je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai fait ma traversée en l'an 2021, qui était le pays venu par le Mali, et le Mali de l'Algérie, et l'Algérie, la Tunisie, et rentré jusqu'aujourd'hui en Italie, l'Italie, la France. Et tout ce trajet, ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris 2 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Bon, du coup, ce qui m'a motivé, le train de vie d'abord de la famille, et moi aussi, mon train de vie, parce que non, je n'étais pas scolarisé avec ce que je pensais avoir la meilleure vie. Aujourd'hui, ici en Europe, pouvoir traverser. Mais ce que je pensais, si c'est traversé, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Oui. Il y a eu des mauvaises surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Bien sûr. Oui. Parce qu'en me disant de payer d'abord une somme colossale, une forte somme, pour me faire rentrer dans les bonnes conditions sur le Maghreb. Oui. Et ensuite rentrer en Italie. Et du coup, je me retrouve sur le sol maghrébien et avoir des difficultés pendant 2 ans. Là, ça m'a beaucoup cassé. Ben oui, on comprend cela. En tout cas, nous voulons vraiment vous encourager. Parce que, si je dois dire encourager, du courage, vous en avez eu, vous vous êtes déplacé, vous avez fait tout ce parcours-là, et vous êtes là, vous êtes vivant, c'est important. Tant qu'on est vivant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand vous êtes parti, vous aviez quel âge? Je pense qu'il y avait 19 ans. 19 ans. Est-ce que vous aviez entendu des propos des gens qui ont fait cela, qui disent il ne faut pas, c'est dangereux? Est-ce que ces choses sont venues jusqu'à vous?
Et ça ne vous a pas fait changer d'avis? Bon, du coup, moi, je n'ai jamais entendu qu'il y a des problèmes ou pas. Oui. Jamais passé. J'avais connu un ami. Oui. J'étais déjà en Algérie. Et tu m'as dit que, bon, il était footballeur. Il m'a dit, bon, la voix, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je me suis engagé avec le peu de moyens que j'avais. Oui. Mais arrivé du coup au Mali, à Tombouctou, c'est là que je me suis rendu compte que non, c'était pas ça, mais je ne peux plus reculer. D'accord, bien. On va revenir dessus tout à l'heure, si vous le voulez bien. Merci encore d'avoir apporté ces premiers points. Je voudrais vous donner la parole, Sandrine. Vous êtes avec nous, vous avez la bonne raison pour vous d'être là, c'est parce que vous êtes aussi avec Dr Chenot, vous vous êtes rencontrés dans un contexte précis. Est-ce que vous voulez nous partager quelques points, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Nous, on s'est rencontrés pour un suivi et pour faire du bénévolat aussi. Et puis, je lui ai beaucoup parlé aussi du décès de mon papa, qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Mais ça a commencé par un accident de travail, de trajet, et après, le décès du papa et la dépression, pas bien. C'est très compliqué de perdre quelqu'un qu'on admire, qui est notre premier amour, Le papa, c'est le papa. Pour une fille, c'est très important. D'accord. Et quand nous parlons de la question de la santé mentale, est-ce que c'est un mot pour vous qui est évocateur? Est-ce que vous trouvez que c'est l'expression appropriée par rapport à ce que vous avez connu? Je ne sais pas vraiment, mais on est dans un gouffre, on se sent seul, on ne veut plus voir personne. Moi, j'ai été déçue même des êtres humains, je me suis sentie mieux avec les animaux, donc j'avais besoin de me retrouver toute seule en vrai. Donc je pense que la santé mentale en a pris un coup, effectivement. Je ne vous ai pas posé la question, Baba Mété, le mot santé mentale, pour vous aussi, c'est quelque chose qui a son sens par rapport à ce que vous avez vécu? Oui, je pense. Je pense que ça a quelque chose à voir avec ce que j'ai traversé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle aujourd'hui avec docteur Chenot, ça me fait dégager des choses que je me sens bien, mais moi seul, je n'arrive pas à accepter seul, moi seul. Quand je parle avec mon docteur, je trouve le sourire et tout. Bien. Alors, Phénix Vercautrin, vous êtes psychopraticien, mais avant cela, vous étiez dans une situation qui, quelque part, se rapproche des deux témoignages qu'on vient d'entendre ou pas du tout? Ben oui, moi aussi, j'ai fait un cheminement, justement, pour arriver, justement, à me concilier, à me rencontrer moi-même, à faire la paix avec moi-même. Et à partir de là, j'ai au fur et à mesure emprunté une voie qui m'a permis d'accompagner différents types de personnes pour leur faire expérimenter un peu ce que j'avais compris, en tout cas de ma transformation. Alors, là, on a entendu parler d'un parcours migratoire, là, on a parlé d'un parcours aussi qui n'est pas un voyage d'un lieu à un autre, mais un voyage aussi dans le temps, rapport à la perte d'un proche. Pour ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous souhaiteriez partager de votre expérience? Au niveau de mon expérience, j'ai surtout... ce qui me vient plus à l'esprit, c'est surtout l'expérience que j'ai au travers de la relation. Parce que, comme il vient de le dire, c'est au travers de la relation qu'une personne se découvre, qu'une personne fait ressortir certains nœuds aussi qu'il n'arrive pas à exprimer. Et dans cette relation, il doit y avoir deux polarités. Ça, là, c'est le psychopraticien qui parle. Ma question était sur votre vie d'avant. Parce que si vous êtes devenu psychopraticien, ce n'est pas parce que quand vous étiez petit, vous vouliez le devenir. C'est qu'il y a, dans votre parcours de vie, il y a eu des étapes qui ont fait que... Et nous voulions, si vous voulions entendre de vous ce que vous voudriez bien nous en dire. Oui, bien sûr. Alors, au sujet de mon parcours de vie, c'est que je me suis mis à me chercher moi-même.
voilà, suite au fait que, bon, ben, moi, je suis originaire de la Caraïbe. Où ça? Alors, plus précisément de la Guadeloupe. D'accord. J'ai aussi des origines du côté de mon père de Cuba. Donc, je suis parti à la recherche de moi-même. Et je vais dire que j'ai fait un voyage un peu, on va dire, spirituel, puisque j'ai recherché mes racines. J'ai recherché à comprendre comment fonctionnait la nature pour peut-être mieux me découvrir et comprendre et me comprendre et comprendre dans quel sens je devrais m'orienter. J'ai une bonne nouvelle pour vous aussi. Vous êtes sur la chaîne panafricaine Global Africa Télé Sud. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Et enfin, je vous donne la parole donc, docteur Chénaud. Voilà des parcours de vie qui ont trouvé réponse dans ce que vous proposez au carrefour. Comment l'appelez-vous, le carrefour? Le carrefour social interculturel. Social interculturel. Pour l'intégration. Mais j'ai une question pour vous. Avant que d'être double docteur et tout ce que vous nous avez si justement rappelé, qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette profession? Alors, il s'agit déjà d'un parcours en tant qu'assistante sociale. J'ai 20 ans d'expérience en tant qu'assistante sociale en France et à l'international, dans différents secteurs d'activité, de la polyvalence de secteur à la spécialisation. Parce que dans le parcours des travailleurs sociaux, il y a la partie spécialisation. Par exemple, une assistante sociale qui travaille dans un ministère, elle est spécialisée. Alors qu'une assistante sociale qui travaille au conseil départemental, elle fait de la polyvalence de secteur. Donc, j'ai vraiment fait le tour du terrain et j'ai voulu donc aller beaucoup plus loin parce que je me rendais compte que dans la région où j'étais, il n'y avait pas assez de personnes issues de la migration comme moi qui faisaient ce métier et donc j'étais un peu la référente de mes collègues qui m'orientaient tout type de personnes racisées. Alors, pour la meilleure compréhension de tous, racisé, il y a quelques années que ça remplit non pas seulement le dictionnaire, mais les conversations. Exactement. Clairement pour désigner des personnes venues d'ailleurs, vues de France. C'est juste ça. Bon, est-ce que c'est un gros mot? Non, pas du tout. Parce que racisé... Et c'est vrai que je me rendais compte que mes salles de permanence étaient colorées, contrairement à mes collègues. Je me suis questionnée. Mais ne vous rendiez-vous pas compte quand vous vous regardiez dans le miroir que contrairement à vos collègues, vous étiez déjà... J'étais colorée et forcément mes collègues m'orientaient certaines de ces personnes-là parce que l'épiderme... Ou en se disant que vous avez peut-être quelque chose en commun et peut-être que vous comprendrez mieux. Restons dessus en tout bien, tout honneur. Exactement, c'était ça. Bon, et pour ne pas créer des frustrations, j'ai préféré me spécialiser dans divers champs. Donc du coup, j'ai enclenché le processus en faisant un master clinique transculturel, puis un doctorat en anthropologie sociale, spécialisé dans les conflits interculturels et de la migration. Et pour corroborer tout ça, un PhD en service social et en criminologie à l'Université Laval au Canada. PhD étant un autre doctorat aussi. Alors, merci d'être là et surtout merci d'avoir fait tout ce parcours. Alors, c'est un voyage dans le milieu académique qui croise un voyage dans d'autres situations. Très bien, vous avez une actualité, je ne voudrais pas manquer quand même de l'annoncer. Je vous laisse le soin de le faire en quelques mots avant que nous avancions dans la discussion. Alors, demain, le 10 octobre 2025, nous organisons la journée mondiale de la santé mentale. Une priorité nationale, puisque l'État français a choisi comme thème de priorité la santé mentale. Donc en France et partout dans le monde, cette journée est représentée soit sur la semaine, je crois que c'est du 6 au 16 ou au 18. La semaine de la santé, La semaine de la santé mentale. Et le 10
Voilà, et le jour clé que nous allez avons... recevoir les publics. Voilà. Alors, nous sommes heureux sur Lady vous écoute de partager ces sujets avec vous parce que de là où vous êtes, écrivez-nous pour nous dire d'où vous nous regardez. Lady vous écoute@gmail.com. Vous avez certainement des sujets aussi qui sont en lien avec le parcours migratoire, le parcours du deuil, la question de l'identité et aussi malheureusement la santé mentale. Je dis malheureusement, mais j'ai envie de dire heureusement, nous avons une spécialiste. Donc si vous nous écrivez, on pourra partager vos correspondances. Sentez-vous chez vous sur notre plateau. Pour aller donc droit au but, je viens vers vous à nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de dire à ceux qui nous regardent des parties les plus difficiles que vous avez connues et quels seraient vos conseils? Bon, du coup, les parties les plus difficiles que tu m'es arrivé pendant mon parcours, c'est d'abord de faire le naufrage et perdre d'abord mes proches face à ce que je vois que je ne peux pas les aider. Oui. Ça, c'est un. De deux, de se retrouver dans un pays pensant que c'est un chemin ou une voie de se retrouver en Europe et se retrouver aujourd'hui ce pays qu'on appelle le Maghreb, l'Algérie comme la Tunisie. Oui. Le plus pire, la Tunisie. Oui. Me faire incarcérer d'abord, faire la prison. Depuis que je suis au pays, je n'ai jamais fait la prison. Je fais la prison à 19 ans. Oui. Et après ça, encore ressorti, je me retrouve seul. Et après, je prends la route et je perds tous mes compagnons de route dans un naufrage. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne suis pas mort. Et rentrer encore aujourd'hui en Italie pour cette vie meilleure que je cherchais. Et arriver encore, et toujours un peu la même. Je préfère dire, la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui sont encore plus petits que moi, comme grands, oui. de ne pas essayer de tenter ce chemin. Parce que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas le souhaiter. Parce qu'il faut être là pour voir. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de passer. Comme si tu peux mourir et ressortir. Oui. Donc le plus dur, c'était la perte des proches dans le naufrage, l'emprisonnement, l'incarcération. Avec la maltraitation aussi. La maltraitation aussi on peut dire, les Arabes, comme on peut le dire, les Algériens. On est dans le carrefour de l'interculturalité, on appelle un chat. Donc il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Caribéens. Préciser, passer la voie migratoire, c'est par ce chemin-là que ça passe. Oui, quand on vient d'Afrique, tout à fait. Quand on vient d'Afrique, on est tous dans le même pays d'Afrique, mais ils ne sont pas considérés comme des Africains. Oui. Mais du coup, ils sont aussi chez nous. Non, on ne fait pas ça. Nous cherchons simplement une voie meilleure, mais on ne savait pas. Donc aujourd'hui, le conseil que je peux dire à mes petits frères, comme grands frères et filles, petits frères et fils, de ne pas emprunter ce chemin. Parce que ce chemin n'aboutit à rien. Je préfère qu'ils prennent la voie légale. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes sur un plateau télé en France et que les frères et sœurs, comme vous dites, les compatriotes, donc les Africains notamment sur le continent, vous voient avec vos jolies lunettes noires, ils se disent « Ah, il a du style et tout ». Est-ce que vous comprenez qu'ils puissent penser autre chose en se disant « Il donne ses recommandations, mais il a quand même essayé, donc c'est possible ». Vous en avez conscience? J'en ai conscience, sinon j'ai les séquelles, c'est pour ça que je suis en lunettes. Oui. Oui. Ça m'a coûté beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Bien. Ben, nous voulons croire que le message est entendu. Et puis, vraiment, écrivez-nous. Je vous donne la parole. Sandrine, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter rapport à votre vécu? Qu'il faut se battre, que même si on croit qu'on est seul, on n'est pas seul. Il faut prier. Moi, je prie à l'univers, je parle à mon père. Et ça m'aide beaucoup. Et d'être bien entouré aussi. Alors, messieurs, madame, les experts, c'est ainsi que je vous ai introduit. Le temps serait trop court pour refaire le monde et parler de tous ces sujets-là, mais nous avions à cœur de porter à la connaissance du grand public, notamment le fait qu'il y a des situations qui surviennent, qui procèdent de ce qui est désigné comme étant la santé mentale. Alors, si on doit la diagnostiquer, je parle pour le commun des uns et des autres, sans être spécialiste, sans avoir 3 doctorats ni quoi que ce soit, qu'est-ce qui doit donner à ceux qui nous écoutent, par exemple, de se dire « Ah, il faut peut-être que j'aille voir un spécialiste parce que là, ce n'est plus juste une situation, mais l'impact sur moi est du registre de la santé mentale. » On est dans la vulgarisation, docteur. Alors, quels sont les signes? Les signaux, en prélude, on a une sorte de procrastination qui va s'installer, qui va insinueusement se greffer dans notre quotidien.
On va commencer à repousser des choses qu'on faisait naturellement au lendemain, à 2 jours, à 3 jours, ainsi de suite. On ne les fait pas. Il y a des signaux annonciateurs du genre la fatigue nerveuse, la négligence, la colère, l'impulsivité, les cauchemars, les insomnies, entre autres. Voilà, surtout la colère. La colère, c'est des signaux vraiment précis, il y a précision. Et puis, entre autres... voilà, on voit quelqu'un qui va rentrer dans un processus de négligence sur soi, sur tout, qui s'alimente difficilement ou pas du tout, ou très mal, qui va tendre vers la boulimie, ou l'anorexie, qui vont, entre guillemets, basculer de l'un à l'autre. Le déséquilibre va s'installer progressivement et gagner du terrain. Et on va se retrouver encombré. Et certains vont développer des TOC, d'autres des tics. Bon, n'allons pas si loin. Voilà. C'était vraiment les signes avant-coureurs. Alors, ceci, vous entendez ces choses, ce n'est pas pour vous stigmatiser vous-même, mais c'est pour que vous puissiez vous dire, ah, peut-être qu'il faudrait que je puisse trouver un accompagnement, de l'aide. Là où vous êtes, il y a certainement de la possibilité. Et puis, vous l'avez entendu, on peut en sortir. Est-ce que c'est vrai si je dis cela, Sandrine Bobo? Oui. Bon, je peux répondre. Oui, allez-y, je vous prie. Moi, je pense que on peut s'en sortir avec une bonne suivi. Oui. On peut s'en sortir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, avec le docteur, ça s'améliore. Je sais que ça va s'améliorer, mais ce n'est pas facile. Parce qu'on vit avec ça. Il faut être là-dedans. C'est un combat tous les jours. Bon, mais vous l'avez dit, grâce à Dieu, je suis vivant. Et ce n'est pas un petit mot. Alors, je vous reviens. Vous avez les deux facettes de la situation du sujet dont nous parlons. Vous en avez fait l'expérience. Et puis, vous accompagnez des personnes aujourd'hui. Si vous aviez, vous, un message à donner à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? En fait, lorsque quelqu'un... Enfin, l'important dans la vie, lorsqu'on a subi, je pense, un traumatisme qui crée justement une émotion, une marque dans le corps, c'est effectivement d'être accompagné, c'est effectivement d'être relié, c'est effectivement de pouvoir formuler ce qu'on ressent pour pouvoir partager ou faire entendre ce qu'on a vécu. Parce que le fait de communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est une thérapie en soi déjà, de pouvoir dire, faire partager ce qu'on a enduré. Et ça permet aussi d'ouvrir, de s'ouvrir à d'autres choses. Parce que quelqu'un qui n'est pas en relation avec quelqu'un qui peut justement le soutenir, il s'enferme dans son monde, il se construit un personnage qui est souvent pas à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Donc il faut quelqu'un d'autre, parce que nous sommes, on a beau dire... miroirs les uns des autres. Totalement. Et nous naissons tous d'une relation, donc nous sommes des êtres relationnels. On se développe parce qu'on est en relation avec les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Eh bien, c'est précieux, vous l'avez entendu, je ne voudrais pas redire ce que vous avez si bien dit. J'avais une question pour vous quand même avant de rentrer dans la deuxième partie de l'émission. Vous mentionnez que vous étiez dans la quête de votre identité. Et vous l'avez rappelé, vous êtes de la Guadeloupe, donc les îles. Et nous connaissons l'Afrique, les îles, on sait ce qui s'est passé. Voulez-vous nous dire quelque chose rapport justement à cette question de réconciliation avec son identité? Parce que ça n'est un secret pour personne. Longtemps, les uns, ceux qui sont partis,
on reprochait à ceux qui sont restés de n'avoir rien fait pour qu'il n'y ait pas tout ça. Mais bon, d'une génération à une autre, plus personne n'est coupable de choses qui ont été commises par des générations antérieures. Oui. Mais aujourd'hui, quel message voudriez-vous passer tant à tous les ressortissants des îles, de la Caraïbe, et puis un message pour les compatriotes sur le continent africain? Oui, bon, d'une façon ou d'une autre, moi je pense... Enfin, ce sont beaucoup de choses qui sont à la fois simples et complexes, parce que un individu, donc une personne, c'est toujours un héritier. Oui. Donc, il hérite toujours de quelque chose, et ce quelque chose, il le porte avec lui. C'est avec ça qu'il va aussi cheminer, c'est avec ça qu'il va aussi s'ouvrir d'autres voies. Ça peut, comme on dit souvent, être une blessure, mais cette blessure peut aussi cacher un trésor. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement s'apitoyer sur des choses qui sont, on va dire, qu'on peut voir comme négatives. Il faut aussi penser que à côté de notre blessure se trouve aussi notre talent, et que c'est en surmontant oui, notre blessure que nous pourrons découvrir probablement notre talent. Comme on dit souvent, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Totalement. Vous vous sentez plus fort qu'avant? Oui. Plus. Si vous pouviez aujourd'hui décider il fallait que ça arrive ou que ça n'arrive pas, qu'est-ce que vous choisiriez? Il ne fallait pas que ça n'arrive. De toute façon, il ne fallait pas que ça arrive. Oui. Si ça arrivait, non. Je ne suis pas là-dedans. D'accord. Mais la force que vous avez aujourd'hui, comment vous l'auriez si ce n'était pas arrivé? Bon, cette force que j'ai eue aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là où en France je suis, peut-être par ma mère et ma culture africaine, oui, me donnait toujours la force de ça. Et aujourd'hui, arrivé en France, et comment j'arrive aussi à le surmonter avec le docteur et avec ma femme. Que voici. Que voici, Madame Brunet-Santé. Heureusement qu'on nous dit tout sur ce plateau. Donc, alors, vous êtes, Madame, Monsieur, l'incarnation de l'interculturalité. Bon, je vous pose la question, Madame. Oui. Si vous deviez trouver... Ouais, c'est bien d'aller dans le centre rencontrer les spécialistes, parce qu'on ne rencontre pas que les spécialistes. Justement. Si vous aviez quelque chose à nous partager, Madame, sur... qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message, en fait? Je voudrais... Voilà, qu'il faut être soutenu, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut se battre tout le temps et bien entourer et aller voir les spécialistes. Et la communication, c'est très important. Alors, puisqu'il nous a délivré un scoop, Oui. ça veut dire que c'était un mal pour un bien? Est-ce que vous le prenez comme ça ou pas du tout? Très sincèrement. C'est compliqué des fois, mais oui, on se soutient tous les deux et ça nous rend plus forts. Lui, il m'aide dans mes problèmes, moi, je l'aide dans les siens. Parce que chacun est devenu, par la force des choses, spécialiste de par son vécu. Non, mais sérieusement, Non, mais c'est vrai, quand on a un vécu, c'est une expertise. Et on peut le dire, Hein? mais... Totalement. Oui. On peut le dire, mais ça dépend de qui parler et qui peut t'accepter dans ce que tu es. C'est pour ça que m'orienter vers le docteur, pour voir que je me retrouve. Exact. Si je n'étais pas avec C'est elle, moi qui j'étais a fait la démarche. Vous l'avez retrouvé et vous avez retrouvé et vous vous êtes retrouvés. dans les retrouvages. Dans Lady vous écoute, nous aimons tisser du lien social. Là, franchement, vous l'avez entendu, ça ne s'invente pas. Je voudrais, pour passer à cette deuxième partie d'émission, vous remercier en tant que témoin. Nous en avons deux autres. Est-ce que vous avez un mot de la fin chacun avant que je vous laisse partir? Sandrine. Merci d'être là, c'est une belle expérience et j'espère que je vais aider beaucoup de gens à se dire qu'il faut s'en sortir et se battre et que les gens dehors, ils ne font pas peur, il faut foncer. Et que la souffrance n'a pas de couleur? C'est ça, tout C'est ça. Tout à fait. Bien sûr. Mettez, Baba, c'est à vous le mot de la fin. Merci. Je suis très heureux d'être sur ce plateau avec mon docteur, avec ma femme, avec tous les témoins. Ce que je voulais dire, de ne pas essayer cette voie, surtout à mes petits frères. Et ceux qui sont rentrés en France, bon, je ne suis pas trop en français, mais qui puissent chercher l'association pour venir, pouvoir parler, pour être libre. D'accord. Ben, écrivez-nous, comme ça on donnera les coordonnées. Bon, ben, vous avez quand même trouvé la femme de votre vie. Et ça,
C'est une pépite. Vous êtes comme un chercheur d'or, vous avez trouvé la perle qu'il vous fallait. C'est l'aventure, mais on a toujours les séquelles. Oui, c'est vrai. Bon, mais de toutes les façons, des séquelles, il y en a toujours, quoi qu'il advienne. Partir, rester, des séquelles, il y en aura toujours. Soyez toujours forts. Soyez toujours forts. C'est ce que nous vous souhaitons tous les deux. Merci de nous avoir ouvert comme ça le livre de vos vies respectives. Amis téléspectateurs, nous allons regarder une courte vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui se fait donc dans les services de madame. Je le rappelle, il y a une conférence, elle en a parlé, on en reparlera avant la fin de cette émission. Merci de la regarder. Merci à vous d'être venus. Nous allons recevoir les deux autres témoins. À tout de suite. Nous retrouvons donc sur le plateau deux nouveaux témoins qui viennent de nous rejoindre. Christine Chéna, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes aujourd'hui conseillère en mode, mais surtout si vous êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose en lien très étroit avec le sujet qui nous rassemble. Nous en parlerons tout à l'heure. Et vous n'êtes pas seul sur le plateau comme témoin. Il y a aussi Matteo Tobo, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez un témoignage sur le registre de la psychothérapie. Je voudrais rappeler que tous les deux, vous êtes dans le centre que dirige Dr Chenot. Je vous laisse la parole. Vous avez entendu peut-être partiellement ce qui s'est dit en première partie d'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de partager de votre vécu qui vous a conduit dans le centre de votre docteur à vos côtés? Dites-nous en quelques mots. Eh bien, en quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'a fait venir chez Doc Chenot, c'est que je ne le savais peut-être pas, mais j'avais, comme qui dirait, des tocs. Et aussi, toute cette manie de toujours se regarder dans la glace, de toujours arranger ses mèches de cheveux, ou voire même de toujours se parler à soi-même pendant des heures et des heures d'affilée. Ou, par exemple, les superflus, quand une personne vous dit « Oh, vous êtes trop gentil, vous êtes trop amusant », ben, vous avez tendance à en faire plus, en fait. Et pourquoi? Pour que les autres s'intéressent à vous de plus. Mais non, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et je l'ai su dès que Doc Chenot m'a dit dès que Doc Chenot m'a dit son ressenti, en fait, elle m'a dit que c'est bien d'être ce qu'on est, mais il ne faut pas en abuser, parce que excès est un succès. Vous voyez un peu... Je vois très bien, oui. Vous aviez quel âge au moment où vous avez commencé à fréquenter le centre? À peu près. À peu près 20 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes suivi? Ça va faire... 6 mois. 6 mois. Il y a 6 mois. Vous êtes un autre homme maintenant. Ah ça oui alors. Ben, un autre homme qui continue à se perfectionner, exactement, à partir en quête de lui-même en fait. D'accord. Parce qu'on a pas mal de choses à revisionner, elle et moi. Que vous disent les personnes de votre entourage entre avant et maintenant? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que les gens le remarquent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Là franchement... rien. Les parents, Ah, les parents. Les parents, ça va. Ils disent. La mère particulièrement. Et quand elle sent que je fais un petit surplus, elle dit Matt, attention, le surplus. Du coup, ça me permet de me reprendre. De doser. De doser, en fait, exactement. Voilà, il faut un dosage de sa personnalité ou de la capacité à s'épancher. C'est ça. Exactement. Très bien. Merci d'accepter d'être présent et de nous en parler. Je vous donne la parole à vous. Alors, vous parliez de parcours migratoire aussi et de situations rendues sur place. Est-ce que vous voulez nous partager votre vécu? Oui.
il y a de cela 2 ans, je suis arrivée en France. Un projet que j'avais nourri comme ça, on va dire, sur un coup de tête, mais pas seulement. Parce que moi, je suis passionnée de mode, journaliste à la base. J'aime la mode, j'aime bien me sentir dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et je me suis dit, bien se vêtir, savoir choisir ses vêtements, les couleurs qui vont avec, égaieront mon âme. Et alors, j'ai cherché une école de mode. Je suis tombée sur une école à Paris qui répondait à mes critères et je suis venue sur un coup de tête. Et pour moi, partir en aventure, on se dit, ça sera l'Eldorado, ça sera, voilà, tout se passera bien. Sauf que quand j'arrive, je suis confrontée à la réalité. La réalité, c'est quoi? Rien à voir avec mon quotidien. Je suis confrontée à un choc de culture. Je suis confrontée à un choc au niveau des transports, au niveau de l'intégration. Ce n'était pas évident. Je le dis comme ça aujourd'hui, j'ai retrouvé le sourire grâce au docteur Chenot. Mon visage n'était pas ça, j'étais tout le temps triste. Mon âme était meurtrie au-dedans de moi. J'ai dû braver des obstacles, mais c'était très dur. C'était quoi le plus dur pour la meilleure compréhension du tout, si vous voulez bien en parler? Le plus dur, c'était, entre autres, je vais dire l'incompréhension. Vous venez avec une culture où vous êtes tout le temps entouré des gens qui sont là pour vous encourager, pour vous dire oui, ça va aller, même si c'est difficile, il ne faut pas baisser les bras. Et là, vous arrivez, vous êtes seul face à votre destin. Il n'y a personne autour de vous pour vous dire Christine, oui, c'est comme ça que ça se passe ici. Non, il faut faire des efforts pour s'intégrer, ça va aller et tout. Non, il n'y a personne, vous êtes seul. Moi, c'est mon cas, en fait. J'étais seule. J'avais des camarades de classe, mais chacun a sa vie, en fait. Je ne connaissais pas Paris. Je ne connaissais rien. Les transports, ce n'était pas ça. Vous êtes habitué. Vous sortez de votre zone de confort. Vous avez un boulot, vous avez une voiture, vous êtes perché sur un 15 cm. Vous êtes tout le temps bien vêtu. Vous arrivez, vous trouvez quoi? Des baskets, des jeans, etc. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai fourré mon pied, en fait? Mais ça, ce n'était que le début de l'aventure. C'était quoi le pire? Oh là là, le pire. Le pire du pire. Vous avez du mal à choisir. Il y en a beaucoup. Oui. J'ai du mal vraiment à choisir parce que j'écrirais toute une Bible, on va dire, tout un livre pour raconter. Mais le pire, c'est quand je me suis sentie toute seule. J'étais vraiment toute seule. Toute seule. Je n'avais pas ma famille, orpheline de père, de mère, orpheline de... En fait, si vous voulez, je suis partie d'un état d'émotion où j'ai perdu mes parents, j'ai perdu certains membres de ma famille. Je me suis dit... Pendant que vous étiez donc ici, c'est avant d'arriver en France. Avant de partir, d'accord. Et quand j'arrive, je me dis partir, je trouverai la solution. Parce que c'est Paris quand même, Paris de mon enfance, Paris qui nous a été tellement vanté par mon feu père et tout. J'ai dit, OK, Paris, capitale de la mode, forcément, je vais renaître, quoi. Et quand j'arrive, c'est pas ça. La classe, c'est pas ça, ils sont jeunes. Moi, je suis dans la quarantaine, j'arrive, je trouve la vingtaine, c'est pas le même mood en fait. Comment est-ce que je vais me retrouver? Je me pose des questions. Et du coup, je recherche du réconfort. Je cherche les regards. Je me dis, mais où est-ce que je trouverais un appui? Où est-ce que je trouverais de la force pour avancer? Je me mets, moi qui au pays, j'avais pas le temps quand mes sœurs, elles m'appelaient tout le temps. J'étais tout le temps partie, j'étais tout le temps sur le terrain, j'avais pas le temps. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est moi qui cours après mes sœurs, qui appellent pour qu'on m'écoute, pour qu'on m'apporte du réconfort, je vous assure. Et un beau matin, seule dans ma chambre, je me lève, je dis, mais non, j'en peux plus. Je me lève, je vais dans un salon de coiffure, je rase mon crâne. J'ai tout enlevé. Ça ne se voit pas. Ça a repoussé. Ça a bien repoussé. J'ai rasé mon crâne, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos pour que ça serve de preuve de ce que j'ai vécu, en fait. Parce que j'étais en train de m'engouffrer. Et alors, une fois qu'on a le crâne rasé, on se sent mieux? Non. On se sent plus mal encore? Plus mal. On se dit, mais c'est pas moi. Je me regarde dans la glace, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Christine? T'as jamais fait ça? Mais pourquoi t'es allée raser ton crâne? J'avais du mal à m'accepter dans cette nouvelle Christine, tête rasée. Et même en classe, quand j'arrive, mes camarades elles me disent, ben, Christine, mais t'es belle comme ça, mais ça te va bien. Moi, mon âme, dans ma tête, non, j'allais pas bien. Parce que j'arrivais pas à retrouver mes repères.
Je suis dans un environnement qui est franchement étranger à ma vie quotidienne. Étranger et étrange. Voilà, étrange. Nous retenons de ce que vous avez dit que la perception qu'ont les autres de vous, aussi flatteuse qu'elle puisse être et même sincère, ne vous réconcilie pas forcément avec vous-même. Non. Bon, alors, amis téléspectateurs, hein, vous l'avez entendu, nous avons plusieurs profils de témoins, nous sommes gâtés dans les Nous écoute, nous savons que ce sont des histoires difficiles, mais nous voulons croire que ces histoires vous inspirent, ce ne sont pas des contes de fées, loin de là, c'est du vécu, mais surtout nous regardons à l'espérance, la capacité de sortir de la situation. Il y a des praticiens qui sont là, qui sont spécialistes, qui ont du vécu pour l'un, et peut-être finalement, si j'allais fouiller dans vos mémoires, je trouverais quelque chose qui est quand même en lien avec tout ça, mais merci d'être là, nous avons donné beaucoup la parole aux témoins pour permettre d'illustrer, parce que quand les spécialistes parlent, ils se disent des choses de spécialistes. Et ça, ce sera le rendez-vous de Carrefour. Alors, est-ce que vous voulez rappeler la rencontre pour ceux qui ont pris l'émission en retard? Bien sûr, la rencontre pour marquer l'événement du 10 octobre 2025 à l'occasion de la journée mondiale de la souffrance mentale, la santé mentale ou de l'équilibre mental a lieu demain au Carrefour social interculturel à partir de 10h30 et le thème est migration et psychotrauma. Donc vous avez des experts tels qu'un neuropsychologue, vous avez un votre caméra, elle est là. Ah oui, elle est là, ma caméra. Vous voyez le profil jusque-là. Allez-y, regardez là-bas. Voilà, vous avez un spécialiste mental, un neurophysiologue, qui va décrypter ce qui se passe dans le cerveau lorsque les mécanismes ou les interactions nous met dans cet état qui nous dépasse. Vous aurez également un spécialiste en psychopathologie, expert en interculturalité. Ça me fait bien plaisir parce que nous avons à peu près le même parcours, puisque moi-même, je suis spécialisée en psychopathologie et dans les interactions interculturelles. Et vous avez des opératrices économiques, des personnes issues voilà, du train-train quotidien qui ont aussi fait un parcours migratoire différent du précédent témoin, mais voilà, qui viendra témoigner de son vécu. Et l'idée ici, dans la journée de demain, c'est de présenter la singularité des parcours migratoires où, d'ailleurs, ceux qui sont nés là, comme Mathéo, il est né là, ceux qui ont vécu un déracinement. En quoi est-ce que le fait qu'il soit né là, justement, l'inscrit, lui, dans un parcours migratoire, puisqu'il est né là? Non, justement, le panel de demain permet justement de dissocier ceux issus du parcours migratoire et ceux qui sont nés là, qui n'ont jamais connu cette migration dont on décrit aujourd'hui. Mais qui sont renvoyés à la case du parcours migratoire de facto du fait de leur apparence. Exactement. Oui. On a on a des personnes qui ont été adoptées, qui ont ce déracinement qui est ancré en eux et qui ont du mal, parce que la question identitaire selon René Caillès ou selon Jung, puisque nous avons les mêmes maîtres qu'on apprécie dans le métier. Dans le métier, oui. En tout cas dans l'épistémologie des sciences sociales. Et c'est vrai que pour le coup, l'idée, c'est vraiment de compartimenter, de dissocier. C'est du cas par cas. Ça n'est pas parce qu'on est par ses origines venues d'ailleurs que forcément on a une situation analogue, déjà en étant sur le territoire où que l'on soit. Chacun a son vécu. Exactement. Et c'est vrai que voilà, il y a comme ça un amalgame. Tout le monde est migrant, quoi, finalement. Quoi. On qualifie de migrant. C'est un fourre-tout. Et l'idée, c'est aussi de dissocier parce que même dans le processus, dans le cheminement de soins, on convient que quand on est dans un état de souffrance mentale, c'est aussi un exercice pour nous. On le dissocie de la pathologie. Être dans la souffrance mentale, c'est aussi un état qui nous permet de s'interroger différemment.
Et la souffrance mentale, c'est ce que vous avez énoncé tout à l'heure en disant on se met à tout remettre au lendemain, on ne prend plus soin de soi, on est en colère et tout. C'est une souffrance. C'est une souffrance qui nous ramène ensuite. On se déconstruit pour ensuite se reconstruire. Se mieux reconstruire. Se mieux reconstruire, si vous voulez. Renaître de ses cendres. Exactement. Et c'est vrai que c'est la descente qui est difficile. L'introspection va permettre au sujet de remonter et surtout de bien remonter. C'est en cela que le profil de Christine, elle ne le sait peut-être pas, me saisit profondément. Parce que, voilà, elle est dans ce processus où elle a très bien su décrypter, elle a fait une hystériographie de son parcours qui la mène à plonger. Et là, elle est sur une pente où elle est en train de remonter et de la bonne manière. Parce qu'il faut savoir remonter. Et pour remonter, il faut comprendre. Et là, elle a décrypté. Et pour comprendre, il faut être accompagné parfois. Alors là où vous vous trouvez, il n'y a peut-être pas forcément des experts de tous bords, mais ce que nous pouvons retenir à minima, et nous voulons vous laisser là-dessus, c'est le fait de pouvoir prendre la parole sur ce qui vous arrive, extérioriser, parler avec les personnes autour de vous. Alors, vous ne tomberez pas nécessairement sur des personnes, on va le dire, avisées, qui vont vous dire des choses avisées elles aussi. Mais déjà, de parler, c'est de vider le trop-plein qui fait mal et de ne pas avoir honte, parce que ce que vous cherchez, c'est à vivre. Mais j'ai retenu que, aussi vrai que tout ce qui monte finit par descendre, aussi vrai que quand on est descendu, on peut remonter. Je voudrais vous donner votre mot de la fin à vous aussi, avant de faire un dernier tour avec nos témoins. Alors? Oui, ben moi, de tout ce que j'ai entendu, je voudrais en fait souligner un certain point parce qu'on a beaucoup parlé d'expertise, mais je voudrais parler en ce sens de la relation psychothérapique entre justement celui qu'on appelle l'expert, qui est souvent donc on va dire le praticien. Et celui qu'on appelle le patient. Et celui qu'on appelle le patient. Moi, ce que je vais noter de façon profonde, c'est que dans la relation psychothérapique, le patient est un expert. C'est un expert. On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, oui. Voilà. Et donc, c'est deux experts qui sont en relation. Exactement. Et l'expert a plus à apprendre du patient, du patient entre qui n'a pas son badge d'expert. Voilà, qui n'a pas qui n'a que pour badge d'expert sa souffrance et son vécu. Voilà. Et ça n'est pas rien. Parce que s'il n'est pas là, ça ne marche pas. Eh oui. Voilà, c'est pour juste souligner que c'est une expertise dont on ne voit pas la profondeur, parce que, voilà, souvent, par exemple, il y a des experts que j'écoute, parce que, bon, moi, je suis un expert particulier, et il y a des gens, par exemple, qui ont été voir des psychiatres, où ça n'a rien abouti, et après, qui sont passés avec moi, avec qui j'ai fait le coaching d'harmonisation. Oui. Et lorsque je leur ai fait comprendre à ces personnes que j'accompagnais qu'ils étaient des experts, ils ont validé. Ils ont validé et ils ont dit, mais j'ai été voir le psychiatre, là, il me raconte que des conneries. Non, mais ça, si vous vous sentez mal, allez voir un spécialiste, vous vous sentirez mieux, vous découvrirez que peut-être il ne se porte pas aussi bien qu'il devrait. C'est des petites histoires que je n'aime pas raconter. Mais bon. Avant de rendre l'antenne, votre mot de la fin à vous, et ensuite ce sera à vous, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de ne pas baisser les bras. Oui. Quoi qu'on traverse, quoi qu'on vive, c'est de se dire que je suis forte. Je suis là pour atteindre un objectif. Il faut que j'atteigne mon objectif. Le mindset. Et surtout, ne vous rasez pas les cheveux si vous ne voulez pas. Votre mot de la fin à vous? Mon mot de la fin, moi, c'est de jamais laisser quiconque nous dire qu'on n'est pas capable de réaliser telle chose, même pas nos parents. Très bien. Bon... vous allez vous fâcher avec la maman, hein, vous applaudissez. Non, Votre mot de la fin, on va rendre l'antenne. En tout cas, mon mot de la fin, c'est vraiment de remercier voilà, mes experts, ce sont eux. Voilà, et ceux qui étaient là avant eux. Ceux qui, justement, parce que sans eux, rien ne se fait.
On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup, nous vous souhaitons. Et puis vous remercier, chère Lydie. Merci à vous d'être venue, voyons. Sans vous, je ne ferais pas l'émission toute seule. Voilà. Merci à vous pour ce que vous faites. Bonne continuation. Merci. On vous rendra compte. Merci. Il y aura certainement des images que nous vous partagerons volontiers. Merci à tous. Et si vous vous sentez mal et que vous n'avez pas les experts, ou même si vous avez les experts, souvenez-vous, vous n'êtes pas tombé du ciel tout seul. Vous n'êtes pas sur cette terre par la volonté seule de vos parents. Dieu est vivant. À bientôt. À bientôt.